Bonjour, chers étudiants de la troisième année. Euh, Merci d'être là encore pour un nouvel enregistrement de vidéo sur le cours de stratégie de communication. Alors, ceci est la troisième séquence du cours de stratégie de com. Nous avons vu dans la première séquence les questions de définition concernant la stratégie de com. Dans la deuxième séquence, nous avons vu le diagnostic et les questions de définition des objectifs du plan de communication. Et dans cette troisième séquence, donc, nous verrons ici les cibles et le positionnement. Les cibles et le positionnement. Avant de terminer pour la semaine prochaine la quatrième séquence du cours qui portera sur les messages et les moyens et supports de com. Alors, sur cette séquence, donc, les cibles de la communication dans une stratégie de com. Alors, comme je vous ai dit, dans toute stratégie de communication, doit être pensée en fonction de sa cible. Toute bonne stratégie, donc, doit être pensée en fonction de sa cible. Pourquoi? Parce que c'est en fonction de cette cible-là que toutes les actions de communication vont tourner en réalité. La cible, donc, est au centre des actions de communication. Et dans ce ciblage-là, on a deux types. On a la cible secondaire et la cible principale, que vous verrez en détail dans le cours. N'est-ce pas? Mais si on prend l'entreprise, on peut dire que dans le cas de l'entreprise, on a aussi deux catégories de cibles. Les cibles externes et les cibles internes, qui sont toutes les deux touchées par les actions de communication dans le cadre d'une stratégie. Les cibles externes, on a tous ces acteurs-là qui travaillent, qui collaborent avec l'entreprise et qui ne sont pas à l'intérieur de l'entreprise. On peut avoir donc les clients, les distributeurs, les prescripteurs, les fournisseurs, les prospects, les leaders d'opinion, la presse, les associations de consommateurs, les actionnaires, etc. Mais cette cible externe ou ces cibles externes peuvent être aussi catégorisées en deux types. Il y a ce qu'on appelle les cibles externes commerciales et les cibles externes non commerciales. La différence, elle est simple. Les cibles externes commerciales sont ces cibles-là qui agissent dans le circuit commercial, qui sans elles, le circuit commercial serait arrêté. Par exemple, sans les clients, que ce soit actuels ou potentiels, sans les clients, il n'y aura pas de commercialisation. Sans les distributeurs, le circuit commercial aura une difficulté. Sans les fournisseurs, il n'y aura pas de commercialisation. Donc, on les appelle ici des cibles externes commerciales. Par contre, les cibles externes non commerciales, ce sont ces cibles-là qui, avec ou sans elles, l'activité commerciale peut continuer. Avec ou sans elles, l'activité commerciale peut continuer. On ne dit pas qu'elles ne sont pas importantes. Elles sont vraiment importantes. Mais elles n'agissent pas, en fait, directement sur l'activité commerciale. Le leader d'opinion, par exemple, le leader d'opinion, il va impacter sur l'activité commerciale, mais avec ou sans ce leader-là, sans lui, l'activité ne va pas s'arrêter. Contrairement aux clients. Une entreprise, si elle n'a pas de clients, elle ne va pas vendre. Mais une entreprise, sans les leaders d'opinion, elle pourra toujours vendre. Donc voilà pourquoi on les appelle les cibles non commerciales. Elles sont externes. Donc la presse en fait partie, les associations de consommateurs, les actionnaires potentiels. Donc ça, c'est les cibles externes d'une entreprise. Et la communication aussi, dans la stratégie, on doit tenir compte de ces cibles externes-là. Mais à côté de cette cible externe, on a aussi ce qu'on appelle les cibles internes. Maintenant, là, c'est ce, comme je dis, c'est plus simple. Ce sont tous ceux-là qui sont à l'intérieur et qui collaborent, n'est-ce pas, à l'intérieur de l'entreprise. Ça peut être donc les salariés, les forces de vente, les actionnaires, n'est-ce pas? Maintenant, on vient à un point important dans la stratégie de com, le positionnement, après le ciblage. Le positionnement, dans le cadre de la stratégie de communication,
il est extrêmement important, mais il faut d'abord comprendre c'est quoi le positionnement. Le positionnement, il permet d'identifier l'entreprise ou le produit en indiquant un peu clairement sa différence par rapport aux concurrents. Donc c'est le positionnement qui doit pouvoir nous montrer quelle est ma différence par rapport aux concurrents, n'est-ce pas? Donc le positionnement fait partie à la fois de la stratégie de l'entreprise, mais également à la mise en œuvre des actions de communication et de marketing. Et par rapport à ça, il existe 3 types de positionnement qu'on peut définir. Il y a le positionnement de l'entreprise, comment on va positionner l'entreprise ou quel positionnement l'entreprise a par rapport au marché, par rapport aux concurrents. À côté de ça, il y a le positionnement de la marque, ok, notre marque comparée aux autres, parce qu'il y a une différence aussi entre la marque et l'entreprise. Il y a le positionnement du produit et 3 types donc de positionnement. Il faut qu'on puisse régler chacun de ces positionnements. L'entreprise peut avoir un bon positionnement, mais la marque non. La marque peut avoir un très bon positionnement, mais l'entreprise ça reste. Généralement, si la marque a un bon positionnement, ça apporte également le produit. Donc voilà les 3 types de positionnement qu'il faut également définir ipso facto dans le cadre de l'élaboration d'une stratégie de communication. Il faut connaître votre positionnement parce que c'est la connaissance de ce positionnement qui doit vous permettre de savoir quelle action de communication mener par rapport aux concurrents. Mais ce positionnement-là aussi, il y a ce qu'on appelle les dimensions du positionnement. Alors, quand on parle de dimension du positionnement, il y a la dimension objective du positionnement, d'autres vont l'appeler tout simplement positionnement objectif. Il y a la dimension psychologique du positionnement, mais également il y a la dimension symbolique. Mais si on prend un à un parmi ces 3, quand on prend le positionnement objectif, alors ce positionnement-là joue sur la valeur informative qui est très proche du produit. La valeur informative très proche du produit. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que quand on travaille sur le positionnement, on fait de sorte que ce positionnement puisse refléter également les informations qu'on a données sur le produit. Exemple très simple, si on prend aujourd'hui le domaine de la téléphonie mobile, on a beaucoup de marques de téléphones mobiles. Ok, on a Samsung, iPhone, Itel, Tecno, Infinix, Huawei, etc. Et sur le marché, chacune de ces marques-là essaye à un positionnement. Mais quand on vous dit parmi ces marques-là, parmi ces téléphones, quel est le meilleur téléphone? Ou bien quel est le téléphone qui a le plus de fonctionnalités? Quel est le téléphone qui, en termes de configuration, en termes de fonctionnalité, en termes de technologie, est très en avant, ou bien en tout cas est en avant tout simplement sur les autres ou sur la majorité? Si j'avais mis 5 téléphones ou 6 sur les marques que je viens de citer et je demande à chaque étudiant de prendre gratuitement, je sais que si je mets 10 iPhones, les 10 iPhones vont terminer avant les 10 Itel ou avant les 10 Tecno. Pourquoi? Parce que c'est le positionnement qu'a cette marque-là. Mais on peut aussi dire que cette marque-là a un positionnement quand même objectif. Parce que quand on regarde de près aussi les téléphones d'iPhone avec toutes les fonctionnalités qu'ils ont, en termes de technologie aussi l'avancée que ces téléphones-là marquent, on peut dire que c'est effectivement un positionnement objectif. Parce que l'information qu'on nous donne sur ces marques-là, on les trouve dedans. Le positionnement psychologique, par contre, c'est un peu différent du positionnement objectif. Ça veut dire quoi? Ici, le produit ou la marque qu'on va prendre et qu'on met au-dessus des autres peut ne pas être forcément meilleur que les autres. Je ne vais pas faire nommer de marque, mais il y a une expérience qu'on a faite en fait dans un pays sur 2 marques de boissons. Supposons, je dis la marque X et la marque Y. Alors, dans ce pays-là, disons la marque X de boisson marchait tellement bien pendant des décennies, elle a occupé le marché. Mais cette nouvelle boisson qui arrive, il y a une marque Y. Les gens ont essayé de tester
Parce qu'à un certain moment, ils ont constaté un développement fulgurant de la commercialisation et des chiffres de vente, voilà, du volume de vente de ce produit-là. On dit on va essayer de voir et de faire une enquête un peu sur le positionnement de ces deux marques-là. On a mis dans les verres la boisson avec une catégorie cola de même couleur. Quand on met dans les verres, on ne peut pas faire la différence. On a demandé à une dizaine de personnes de venir boire. Et chacun va nous dire entre X et Y quelle est la meilleure boisson. Et comme c'était dans des verres, les gens ont donné sur les 10, les 7 ont voté pour Y. Alors, quelques minutes après, on revient et on met ces mêmes boissons dans des marques, dans des canettes en fait, avec les marques qui apparaissent sur la canette de chacune. On connaît là c'est boisson Y et là-bas c'est boisson X. Mais avec les verres, on ne savait pas. Et avec les verres, on a mis juste verre 1, verre 2. On a vu que verre 2 avait 7 qui disent que c'est mieux et verre 1, 3 qui disent que c'est mieux. Il se trouve que verre 1 était la marque X et verre 2 la marque Y. Mais quand on a mis les marques, n'est-ce pas, sur des canettes, on a fait voter, on a vu que les chiffres ont changé. Sur les mêmes 10 personnes qui avaient voté pour verre 2, 7 qui avaient voté meilleur, on a vu qu'ils ont changé d'avis. Alors que c'est la même boisson. On est passé de 7 à 3 pour l'autre, à 4 à 6 pour l'autre. Donc, du coup, la marque X qui avait 3 quand elle était dans un verre, elle a à ce moment-là 6. Et la marque Y qui était dans le verre 2 et dont on ne savait pas que c'était la marque Y avait déjà 7. Et on dit là, c'est un positionnement psychologique. Pourquoi? Parce que ici, les gens ont joué juste sur la valeur imaginaire du produit. Ils ont pensé que cette boisson-là ne peut pas être derrière l'autre. Effectivement, dans ce positionnement, on ne parle pas de positionnement objectif, mais on parle de positionnement symbolique et psychologique. Donc, le positionnement psychologique, ici, on met l'accent, on met en avant les valeurs imaginaires du produit. En dernier, il y a le positionnement symbolique. Alors ici, on s'appuie sur la valeur, les termes d'affiliation, n'est-ce pas, la différenciation du consommateur. Ici, on joue sur la volonté de l'individu d'appartenance. J'ai vu une publicité que j'aurais pu quand même vous faire même projeter, mais peut-être dans une autre séance, parce que le temps risque de ne va pas nous permettre dans cette vidéo. Une publicité que j'ai vue ici au Sénégal. Thé Flécha, par exemple. Dans cette publicité, les gens ont tenté de jouer sur le positionnement symbolique. En quoi faisant? En essayant de montrer non pas que c'est le meilleur des thés ou c'est le thé qui a plus de qualité que les autres, mais on essaie de montrer que c'est un thé qui, pendant longtemps, les gens l'ont utilisé. On voit une vieille personne qui est devenue vraiment une personne à la retraite, à la maison, qui quand elle fait la publicité, on pense quand il était tout petit, le vieux qui était tout petit, il se rappelle quand il était tout petit, c'est à partir de ce moment-là qu'il commençait à acheter ce thé-là. Avec l'adolescence, quand il était à l'université, jusqu'à là où il est actuellement, hein, au niveau du 3e âge. Du coup, cette personne-là, c'est pas la qualité qui l'intéresse, mais ce qui va l'intéresser, c'est quoi? Ce qui va l'intéresser, c'est plutôt ce sentiment d'appartenance et ce sentiment d'avoir vécu avec ce thé. Et on voit même la personne, elle le dit, hein, la vieille personne. Entre le thé Flécha et moi, c'est toute une histoire. Alors je vous invite à taper même sur Google pour voir cette publicité de thé Flécha. Vous allez rapidement comprendre c'est quoi leur positionnement symbolique. Donc voilà un peu les 3 dimensions du positionnement qu'on ne peut pas aussi ne pas savoir quand on va élaborer une stratégie de com et comprendre. Parce qu'il y a des produits par exemple, on ne peut pas les concurrencer, mais on peut jouer soit sur un positionnement symbolique, soit sur un positionnement psychologique. Ok. Et là, c'est les 3 dimensions du positionnement. Mais dans ce chapitre aussi du cours, on a évoqué, au-delà de ça, quelques indicateurs de mesure. Parce que quand on veut mener aussi des campagnes de communication, il est nécessaire de calculer. On ne peut pas ne pas calculer. On calcule des indicateurs pour savoir est-ce que notre communication a eu un impact. Et parmi ces indicateurs de mesure, donc, on a la fréquentation, ce qu'on appelle le taux de fréquentation. On a le taux de transformation. On a le coût d'acquisition de nouveaux clients.
on a le taux de fidélité, mais également on a le taux de conversion qui est aussi très proche du taux de transformation. Mais si on essaie de voir rapidement un à un ces différents indicateurs-là, comment on les calcule, n'est-ce pas? Alors si on prend le taux de fréquentation d'abord c'est quoi? Le taux de fréquentation d'un restaurant par exemple, ça s'exprime par la place occupée sur l'ensemble des places disponibles. Si on mène une campagne de communication, il va falloir calculer ça sur une période étudiée. En fait, exemple, quand on prend un restaurant qui a 50 places, qui ouvre dans le mois 25 jours, donc 25 jours ouvrés, et on demande le nombre de places, n'est-ce pas? Il faut savoir donc le nombre de places dans le mois. On va prendre 50 places que l'on multiplie par les 25 jours et on aura dans le mois 125 places disponibles. Et quand on mène une campagne de communication, on va voir, n'est-ce pas, combien y a-t-il de fréquentation, le nombre de personnes qui ont occupé ces nombres de places-là. Dans le mois ici, par exemple, on dit que c'est 800 personnes. Alors, 800 personnes sur 1250 places. À partir de ce moment-là, le taux de fréquentation va être calculé comme suit. Ça va être 800 que l'on divise par 1225, qui est le nombre de places durant tout le mois, et que l'on multiplie par 100 pour le pourcentage. Et ici, on a 64% de taux de fréquentation pour ce restaurant-là. C'est la même chose pour une autre entreprise. Ça peut être un magasin, ça peut être une boutique, ça peut être un hôtel, n'est-ce pas? Ça peut être l'accueil d'une école, hein, ceux qui viennent demander et ceux qui vont forcément venir s'inscrire. Ça, c'est le taux de transformation. Donc, le taux de transformation, c'est un peu ça. Hein. Donc, on était sur le taux de fréquentation. À côté de ça, maintenant, le taux de transformation. Ceux qui fréquentent. Est-ce que tous ceux qui viennent fréquenter, est-ce qu'ils vont tous acheter? Est-ce que tous ceux qui viennent fréquenter vont tous acheter? Donc, le taux de transformation, par exemple, dans un magasin, correspond au nombre de visiteurs qui sont convertis en acheteurs. On peut venir visiter et sortir. Mais on va voir, après une campagne de communication, on calcule ça. Est-ce que maintenant, ceux qui viennent visiter, est-ce qu'ils ont pu se transformer vraiment en acheteurs? On les appelle donc taux de transformation ou taux de conversion. Alors, ce taux de transformation, donc, c'est le nombre de tickets vendus, s'il s'agit des tickets qu'on vend, sur le nombre de visiteurs. Ok, nombre de tickets vendus sur le nombre de visiteurs, et que l'on multiplie par 100. Le nombre de tickets vendus, c'est ceux qui sont entrés dans le lieu de vente. Le nombre de visiteurs, donc le nombre de tickets vendus, c'est ceux qui ont acheté. Et le nombre de visiteurs, c'est ceux qui sont entrés dans le lieu de vente. Je donne un exemple. Ok, quand on prend un magasin Auchan, par exemple, qui travaille 30 jours sur 30. Ok, il enregistre 27 000 visiteurs du 1er au 10. 20 000 visiteurs du 11 au 20. 23 000 visiteurs du 21 au 30. Le total, ça fait quoi? Elle a eu 55 acheteurs au total. 55 000 acheteurs au total. Alors, 55 000 acheteurs, mais si on fait le total des nombres de visiteurs, le total des nombres de visiteurs fait 70 000 visiteurs. Donc, dans le mois, il a eu 70 000 visiteurs et dans le mois, il a eu 55 000 acheteurs. Ça veut dire que tous les visiteurs n'ont pas pu acheter. Et il va falloir donc calculer le nombre de transformations, le taux de transformation. Et pour calculer ça, on prend le nombre d'acheteurs, 55 000, que l'on divise par le nombre de visiteurs, 70 000, et qu'on multiplie par 100. On dira que dans ce magasin au son-là, il y a eu 78,57% de taux de transformation. Donc, quand on fait de la stratégie de communication commerciale, il serait extrêmement bien de pouvoir calculer cet indicateur. Est-ce que nos actions, nos campagnes de communication commerciale ont pu impacter sur le taux de transformation? Alors, on a eu le taux d'acquisition de nouveaux clients. La communication a un coût et le taux d'acquisition d'un nouveau client nous permet, après avoir mené une campagne de communication, de savoir un client combien il nous a coûté en termes de communication. Et là, ça devient le ratio entre le budget que vous avez utilisé, n'est-ce pas, pour acquérir un nouveau client, n'est-ce pas, ou prospect, et le nombre de clients réellement acquis. Donc, pour faire simple, par exemple, on dit budget investi en communication en 2019, 12 millions de francs CFA pour une entreprise. Cette entreprise-là, en 2019, a généré, ces nouveaux clients générés sur l'année, c'est 400 clients. Pour savoir le taux d'acquisition de nouveaux clients, on prend tout simplement les 12 millions que l'on multiplie par 400 et on dira que chaque client que nous avons acquis cette année, gagné cette année, nous a coûté 30 000 francs. Voilà le
qu'on appelle le coût d'acquisition. Ça aussi, c'est important à calculer parce que ça permet de savoir si on n'a pas donné beaucoup d'argent et que ce client-là, est-ce qu'il a pu acheter plus que 30 000 francs. On saura si on a perdu en termes de communication ou pas. Donc, le coût d'acquisition de nouveaux clients. Alors, le taux de fidélité. Le taux de fidélité. Et le taux de fidélité, donc, c'est un taux le taux de fidélité, c'est quoi d'abord? Le taux de fidélité est le pourcentage que vous pouvez obtenir en divisant un peu le nombre de clients fidèles, n'est-ce pas, par le nombre total de clients. Le nombre de clients fidèles par le nombre total de clients. Mais c'est quoi un client fidèle? Un client fidèle, c'est quoi? Un client fidèle, c'est un client qui a fait au moins une visite, n'est-ce pas, dans le lieu de vente, dans l'entreprise, au cours de la première année, au cours des 6 derniers mois, n'est-ce pas, au cours du semestre. Et il pourra aussi donc s'agir, n'est-ce pas, d'une notion de fréquentation, couplée au fait que ce client vous suit sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas. Donc le taux de fidélité, si on doit le calculer, c'est exemple de nombre de clients sur une année, disons 5000 clients, ok. Alors nombre de clients fidèles, c'est-à-dire les clients qui ont eu au moins une visite minimum au cours de l'année, on a eu 1000 clients. Alors le taux de fidélité donc va être 1000 que l'on divise par 5000 donc fois 100 et là on a 20%. Donc le taux de conversion, comme je dis, c'est comme le taux de transformation. Alors ici c'est la même chose. Quand on prend les nombres de sites internet par exemple, le nombre de visiteurs, n'est-ce pas, le nombre de visites sur un site de commande en ligne par exemple, sur un mois peut être 5000. Le nombre d'acheteurs c'est 1000, c'est à peu près la même chose. On dira le taux de conversion c'est 1000 que l'on divise par 5000 et multiplie par 100. Voilà un peu ce que j'avais vraiment à vous présenter, chers étudiants, pour cette nouvelle séquence, pour cette troisième séquence du cours de stratégie de com. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel enregistrement pour le cours pour ce cours de stratégie de com. Merci et à très bientôt.